Vous ne le savez peut-être pas, mais lorsque l'on observe le ciel la nuit, un tas d'objets célestes nous sont invisibles. Il en existe un qui est particulièrement énorme, qui est tout près de nous et qui s'approche lentement mais sûrement. Et pourtant, vous ne soupçonnez même pas son existence. Aujourd'hui, je vous fais découvrir ça. Parmi les centaines de milliards de galaxies que compose l'univers observable, la plus proche et la plus connue est Andromède. D'une taille similaire à celle de la Voie lactée, les deux voisines s'approchent mutuellement. À l'heure actuelle, elles se trouvent à plus de 2 millions d'années-lumière. Mais cette distance s'amenuise au fil du temps. D'ici 4 milliards d'années, les deux galaxies entreront en interaction pour former une gigantesque galaxie elliptique. Mais ça, j'en ai déjà parlé dans une vieille vidéo qui date de 2019. Cependant, Andromède n'est pas la seule galaxie très proche de nous. En effet, la Voie lactée comporte un système de satellites. On l'appelle le sous-groupe local et il est composé de 16 galaxies naines qui orbitent autour du bulbe lumineux. Et oui, les galaxies peuvent aussi se comporter comme des lunes. La plus observée est le Grand Nuage de Magellan, que vous connaissez sûrement, et qui se situe à 163 000 années-lumière de la Terre et qui contient un bon million d'étoiles. Les premières mentions de ce nuage datent du Xe siècle, donc cela ne date pas d'avant-hier. C'est un petit peu comme les géantes gazeuses. On croit qu'elles sont seules avant de découvrir tout un système complexe de satellites autour d'elles. Et bien là, c'est pareil, mais à l'échelle galactique. Tout nous porte à croire que d'autres découvertes de ce type arriveront dans le futur. Pour l'instant, on a répertorié 16 galaxies satellites. C'est énorme. Mais ce ne sont pas les seuls. En 1963, Gail Bigger, de l'université de Leiden aux Pays-Bas, détecte ce qu'il semble être un objet céleste très étrange dans la région de la constellation de l'Aigle. Après plusieurs observations, il se rend compte que ce n'est pas tant un objet céleste qu'une sorte de nuage très peu lumineux. Le meilleur moyen d'observer un truc pareil n'est ni plus ni moins qu'un bon gros radiotélescope des familles. Ce genre de machine, que l'on ne présente plus sur cette chaîne, ne se contente pas de photographier le ciel comme une caméra. Elle capture les ondes radio émises par des objets célestes ou des régions du ciel très peu visibles dans le spectre de la lumière visible. C'est-à-dire la lumière que l'on peut voir avec nos petits yeux. Des yeux qui, évidemment, s'avèrent être très limités quand il s'agit d'observer des trucs bien lointains. En 2015, le radiotélescope de Green Bank est mis à disposition. Et vu que c'est l'un des meilleurs du monde, ses résultats sont bien plus performants que tout le reste. Le nuage est dantesque. Il mesure 10 000 années-lumière de large et se trouve à 40 000 années-lumière de la Terre, tout proche du bord de la Voie lactée. Si jamais il était visible à l'œil nu, il serait dans le ciel 20 fois plus grand que la pleine lune. L'image présentée par Green Bank ne sont pas des photographies. Ce sont des données radio qui ont été assemblées en fausses couleurs pour que l'on ait une représentation fiable. Il a été renommé le nuage de Smith, en hommage à l'astronome qu'il a découvert en 1963, Gail Bigger, plus connu sous le nom de Gail Smith. Et ce nuage, par les caractéristiques que je vous ai décrites, est sacrément balèze. Mais ce n'est pas ça qui l'a rendu célèbre. On peut aussi théoriser son mouvement dans le ciel et à la vitesse à laquelle il se déplace. En réalité, il ne fait pas que survoler la bordure de la Voie lactée. Il se rapproche de nous à la vitesse prodigieuse de 240 km par seconde. Cela fait 864 000 km/h. C'est 8 fois plus rapide que la vitesse de révolution de la Terre autour du Soleil et 15 fois plus rapide que la sonde Voyager 1. En faisant un petit calcul, on estime qu'il entrera en collision avec notre galaxie dans une trentaine de millions d'années. C'est évidemment extrêmement loin dans le futur, à l'échelle de l'homme ou de l'humanité, mais à l'échelle de l'univers, c'est considéré comme un impact imminent. La composition du nuage de Smith est assez singulière. La majorité de ce qu'on y trouve est de l'hydrogène gazeux, en suffisamment grande quantité pour former des centaines de milliers d'étoiles. Maintenant, 3 questions se posent. D'où vient-il? Comment se fait-il qu'il se retrouve ici? Et quelles seront les conséquences de sa collision avec la Voie lactée? Concernant son origine, il est assez peu probable qu'il puisse venir d'autre part que notre propre galaxie. L'hypothèse de l'intrus intergalactique est séduisante. On imaginerait bien une sorte de fragment éjecté par un événement cataclysmique
qui dérivent dans l'espace pendant des milliards d'années. Mais ce n'est pas la piste qui est privilégiée. En décembre 2015, une étude partagée par l'université de Cornell montre qu'avec les caractéristiques données par l'observatoire de Green Bank, donc le radiotélescope en question, les analyses spectroscopiques montrent la trace d'éléments métalliques. Un tel enrichissement de métaux ne peut provenir que de la mort des étoiles massives, les supernovas, qui éjectent des énormes quantités de matière dans l'espace et qui, accessoirement, forment des éléments lourds. Et les étoiles ultramassives les plus proches sont dans la Voie lactée. Maintenant, concernant sa place dans le cosmos, n'avez-vous pas remarqué quelque chose d'étrange en observant les images? On a l'impression que le nuage ressemble plus à une gigantesque queue de comète qu'autre chose. Eh bien, ce n'est pas un hasard puisque c'est le signe de sa grande vélocité. Et pour étayer cela, on va reparler d'astrodynamique. Ça fait longtemps que je n'ai pas abordé le sujet. En établissant des prédictions de sa trajectoire, on peut déterminer d'où vient le nuage et on peut savoir où est-ce qu'il va aller. Le nuage de Smith semble avoir traversé de part en part le disque de la Voie lactée il y a environ 70 millions d'années. Sauf qu'après être sorti des zones de densité, sa vitesse n'est pas suffisante pour s'extirper complètement ou au moins devenir un satellite de notre galaxie. Le nuage dérive alors dans la bordure pour revenir dans un futur plus ou moins proche. Mais comment a-t-il pu traverser autant d'étoiles sans se disloquer au fur et à mesure que les millions d'années s'écoulent? On ne sait pas. D'autant plus qu'entre-temps, il y a eu une perte de masse. Une autre étude datant de 2009 et toujours partagée par l'université de Cornell suppose quelque chose. Pour réussir à traverser des bras de la Voie lactée, il faut que l'hydrogène gazeux soit suffisamment dense et massif. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à trouver cette masse manquante. C'est pour ça que les astrophysiciens suggèrent l'existence d'un halo de matière noire qui englobe le nuage. La matière noire n'interagit pas avec la matière baryonique, conventionnelle si vous préférez, et elle n'interagit pas non plus avec la lumière, mais elle est détectable gravitationnellement. Sauf que ce n'est qu'une théorie, puisque la matière noire est, je le rappelle, toujours considérée comme hypothétique. C'est pas un truc gluant ou sombre que l'on voit dans les films ou les jeux vidéo. La troisième question à se poser, c'est sa destination. Où va-t-il et quelles en seront les conséquences? Le système solaire se trouve dans le bras d'Orion, une petite bande qui relie l'immense bras spiral de Persée. Et justement, c'est vers ce dernier que se dirige le nuage. Mais comment ça va se produire? Est-ce que ce sera de nature cataclysmique? Est-ce que la collision va avoir un impact sur la Terre? Ouais, alors... Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Lorsque la galaxie d'Andromède entrera en interaction avec la Voie lactée, la densité des étoiles dans le ciel sera doublée. Et par conséquent, la voûte céleste sera beaucoup plus lumineuse. Mais ça ne changera pas grand-chose au niveau du système solaire, au niveau de l'orbite des planètes, ou au niveau du Soleil. N'oubliez pas que la galaxie est principalement composée de vide. L'espace entre les étoiles est énorme, et comme on l'a vu dans la vidéo de Bételgeuse, les images des étoiles avec les points brillants dans le ciel ne représentent pas la taille apparente. Les points brillants dans le ciel, c'est leur luminosité. En fait, l'étoile est beaucoup plus petite, elle est cachée par sa propre lumière. Donc 2 fois plus d'étoiles ne va pas provoquer des perturbations cataclysmiques. Surtout que les interactions galactiques font partie des phénomènes les plus lents de l'univers. Le temps que les galaxies fusionnent, ça prend des milliards d'années. Mais dans le cas du nuage de Smith, c'est plus compliqué, parce que les traces de métaux et d'hydrogène gazeux semblent un poil plus denses que la densité moyenne d'une galaxie spirale. Dans tous les cas, à l'échelle d'une exoplanète, cela ne va rien changer. En plus, on ne sait pas précisément quand il reviendra. On estime son retour à 30 millions d'années dans le futur, mais le nuage de Smith sera sans doute freiné par l'enveloppe de gaz qui entoure notre Voie lactée. Beaucoup de choses restent encore aujourd'hui inexpliquées quant à ce troublant nuage. Mais ce n'est pas parce qu'un phénomène est inexpliqué qu'on ne trouvera jamais la réponse. Tout ça pour vous dire que des objets autour de la Voie lactée, il y en a beaucoup. Et j'en consacrerai peut-être une vidéo. Mais avant cela, vous pouvez toujours regarder celle sur les étoiles les plus rapides de l'univers.
Et puis aussi vous abonner à ma chaîne, partager mon travail, mettre un petit pouce bleu, un commentaire et activer la cloche. À la prochaine!